La fête de la Fédération. Alors, la première fête de la Fédération, c'était le 14 juillet 1790. On avait rassemblé tous les fédérés qui étaient venus en grande pompe, jurer fidélité et soutien à la Constitution. C'était la grande réconciliation nationale. Et en 91, elle n'avait pas pu avoir lieu parce que le roi était parti à Varennes à ce moment-là. Donc, on propose d'organiser une nouvelle fête de la Fédération le 14 juillet 92. Alors, le moment est choisi. Le moment est choisi. Après des émeutes, des rassemblements de fédérés de partout. Donc, ça va être l'occasion pour les Girondins de faire venir les fameux 20 000 hommes armés que le roi avait refusé d'installer aux portes de Paris. Alors, ils vont organiser l'avenue des fédérés de partout grâce à leur club. Et Madame Roland, elle prépare la République, carrément, avec ses amis Barbaroux et Servan. Et Barbaroux, qui est un député originaire de Marseille, il écrit à son ami le maire de Marseille pour lui demander qu'il envoie 600 hommes qui sachent mourir et des canons. 600 hommes qui sachent mourir et des canons. Qu'est-ce qu'on prépare, à votre avis? La démocratie. Dont acte, la marche des Marseillais commence le 5 juillet avec des hommes de Toulon, de Nîmes, de Montpellier, d'Avignon et de quelques autres villes. Et ces braves fédérés arrivent en chantant une certaine chanson écrite ailleurs qu'on va appeler la Marseillaise. Or, qui sont ces Marseillais? A priori des fédérés, c'est-à-dire le peuple en armes, ou en tout cas à tout le moins la bourgeoisie armée. Parce que le peuple, on ne voulait pas descendre trop bas pour ce qui était d'armer la population, donc on armait les bourgeois, les boutiquiers, les gens qui avaient un minimum de revenus. Eh bien non, non. Les Marseillais qui arrivent, ce n'est pas ce peuple-là, parce que Marseille est le lieu, en fait, Marseille est un port, hein, c'est pas un scoop, mais qu'est-ce que rassemble un port? Eh bien, c'est tous les criminels vomis des prisons de Gênes, du Piémont, de Sicile, de l'Italie, de l'Espagne, de l'archipel et de la barbarie, c'est-à-dire l'Afrique du Nord. Marseille est le lieu de rassemblement de la pègre, c'est pas nouveau, mais ça avait déjà commencé à l'époque. Un député marseillais, quand il apprend qui arrive, et il essaye d'alerter les Parisiens sur la qualité de ces brigands, et dit ce sont des spadassins, des suppôts des mauvais lieux, tout fut trouvé bon, les véritables Marseillais, ils sont en petit nombre. Les véritables Marseillais, en fait, ils sont au front, ils sont partis à la guerre. Ils sont partis à la guerre, puisqu'il y a la guerre. Donc on fait venir, sous le titre de Marseillais, la pègre marseillaise, toulonnaise, la pègre des ports du sud de la France. Les Marseillais arrivent à Paris le 30 juillet. Ils sont régalés par Santerre, toujours le fameux Santerre, et s'en prennent à des gardes nationaux parisiens, et ils tuent un agent de change, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans la ville, ils terrorisent les gens, et ils vont tenir Paris en coupe réglée pendant 3 ans. Allons enfants de la patrie, c'est eux. C'est eux. Je ne peux plus chanter la Marseillaise. Je l'ai chantée, vous ne pouvez pas savoir combien de fois. Et encore il n'y a pas longtemps. Là maintenant que je sais ça, je sais pas, je vais peut-être essayer. Non, je pense que je ne peux plus. Le 4 juillet, on vote un supplément à la Constitution qui décrète que la patrie est en danger. Alors ça a l'air juste des mots. La patrie est en danger, c'est pas grave si vous allez voir. La patrie est en danger, ça veut dire que tous les citoyens en état de porter les armes sont en état d'activité permanente. Tout le monde peut être réquisitionné. Le 12 juillet, on lit une adresse de Marseille qui demande la République. Un député de Marseille monte à la tribune et dit que cette adresse est l'œuvre de quelques factieux et non de la population marseillaise. Eh bien, les fédérés qui sont dans les tribunes le huent et le forcent à se taire. Des députés protestent et disent que les tribunes tyrannisent l'Assemblée. Et on leur réplique, il est bien étonnant que des membres de l'Assemblée bravent les fédérés qui assistent à la séance. Alors, qui fait la loi en France? Les fédérés marseillais dans les tribunes? C'est simple. C'est le début de la dictature de l'Assemblée générale et de l'émeute. C'est le début de la dictature de celui qui crie le plus fort dans le groupe. C'est exactement comme ça que ça se passe. Et à ce moment-là, on instaure, puisque la patrie est en danger, la permanence des sections. Qu'est-ce que c'est que la permanence des sections? C'est les sections où se réunissent les citoyens, vont pouvoir maintenant délibérer à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. C'est-à-dire qu'à l'heure où les gens normaux travaillent et où les gens normaux dorment, vous allez avoir des gens qui vont décider du salut de la France. Paris a 48 sections. Ces sections se rassemblent dans les églises. Je me suis longtemps demandé, mais c'était avant que je me penche sur la Révolution, parce que dès qu'on se penche, on trouve, tout de suite. Je me demandais, mais où se réunissaient les gens? Ils se réunissent dans les églises. Les églises, c'est ouvert, ça appartient à tout le monde, il y a des chaises. C'est bon, on est à l'abri des intempéries. Ils se réunissent dans les églises. Chaque section a une assemblée avec un président, un vice-président et des secrétaires. Vous avez donc 48 petites assemblées législatives complètement délirantes, qui se rassemblent jour et nuit dans Paris désormais.
Alors, un exemple de ce que font les sections. Un jour, quelqu'un annonce l'entrée des troupes alliées en France. Alors, une section délibère, elle en prévient une autre, ils délibèrent, et les délibérations amènent à décider que des courriers seront expédiés d'heure en heure pour avoir des nouvelles. Hein, la population se prend en main, on décide. Voilà. Alors, des zélés patriotes sortent dans la rue, ils voient passer une voiture avec des chevaux, ils détellent les chevaux, ils partent avec au grand galop, ils s'arrêtent aux portes de Paris, ils boivent tout, ils rigolent, ils se marrent, ils rentrent, et puis voilà, tout est joué. La démocratie est en marche. Le fonctionnement des sections, c'est comment? Quelqu'un apporte une motion. Bon. On la vote à grands cris. Alors je vous dis, ça peut être aussi bien ça peut être aussi bien pendant que les gens déjeunent, ça peut être aussi bien à 4 h de l'après-midi pendant qu'ils travaillent, ou je vous dis à 2 h du matin pendant que les autres dorment. Donc on vote une motion à grands cris, on nomme un commissaire pour la porter aux sections voisines, qui font pareil, et elle est partie à 8 h du soir, et à minuit, elle a fait le tour des sections, et le lendemain, elle arrive à l'Assemblée comme émanant du peuple de Paris. Le peuple de Paris réuni dans ses 48 sections décrète que, et c'est comme ça que ça va se passer. On commence à enrôler des volontaires pour aller aux frontières. Le 22 juillet, on ouvre des guichets d'enrôlement volontaire où la foule se presse, on enrôle à tour de bras. Alors vous voulez être soldat, allons-y. Et on vous envoie des soldats. Dumouriez, général des armées du Nord, raconte que 8 ou 10 bataillons de volontaires et de fédérés qu'on lui a envoyés avec ces recrutements. Au lieu d'arrêter l'ennemi, ont pillé des magasins, repris le chemin de Paris en commettant les plus grands excès. Ils ont coupé la tête à quelques officiers qui avaient voulu leur faire entendre raison. Ils arrachent aux officiers des troupes de ligne leurs épaulettes et leurs croix de Saint-Louis et ils assassinent le lieutenant-colonel qui a tenté de résister à une pareille insulte. L'armée les a pris en horreur. Vous croyez que l'armée, pour gagner la guerre, elle a besoin de pingouins comme ça? Le 23 juillet, des fédérés viennent demander une convention et la suspension du roi. Des fédérés, comme ça, ils arrivent et disent « Nous exigeons une convention ». Convention, ça sera une nouvelle assemblée constituante, hein, que les mots aient un sens précis. Là, on a eu la première assemblée nationale constituante, ensuite on a eu l'assemblée législative qui est en cours, et on veut, d'aucuns réclament une convention, donc pour une nouvelle assemblée constituante, pour une nouvelle constitution. Et ils demandent la suspension du roi. Et ils disent « Si vous donniez à la nation une preuve d'impuissance, il ne resterait à la nation qu'une ressource, ce serait de déployer toute sa force et d'écraser elle-même ses ennemis. » Mais c'est qui la nation, juste? Ce sont des fédérés qui parlent au nom de la nation. Mais ce sont des menaces. Si vous refusez à la nation écrasera d'elle-même ses ennemis. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a jamais été comme ça dans le royaume de France. Il n'y a jamais eu une anarchie pareille. Il n'y a jamais eu un tel chaos. Le 3 juillet, la reine Marie-Antoinette écrit à son cher Fersen « Agissez de manière à en imposer ici. Le moment presse, il n'y a plus moyen d'attendre. » Que veut la reine? Le 4 juillet, elle écrit à l'ambassadeur de l'empereur « Merci. » Merci, c'est Y, hein, elle ne lui a pas dit merci, il s'appelle Merci. Tout est perdu. Tout est perdu si on n'arrête pas les factieux par la crainte d'une punition prochaine. Il serait nécessaire qu'un manifeste rendît l'Assemblée nationale et Paris responsables de ses jours et de ceux de la famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la reine demande qu'on fasse un manifeste qui fasse peur à tous ces factieux. On est d'accord? Le manifeste est demandé par la reine prétendument au nom du roi. Mais c'est elle qui écrit, lui, il ne contresigne pas. Elle écrit en son nom. Le 18 juillet, Fersen lui écrit « On travaille au manifeste ». Le 28, il prévient la reine que le manifeste a été envoyé. Je reçois dans ce moment la déclaration du duc de Brunswick. Elle est fort bien. Brunswick, c'est le commandant de la coalition anti-française. C'est également un franc-maçon. Vous n'y voyez aucun rapport. Et au-delà. C'est-à-dire qu'un manifeste des puissances étrangères fait sur un ton menaçant au nom du roi va perdre le roi. Si le roi demande à l'ennemi de faire peur à sa population, c'est le roi qui est coupable. C'est ce que veulent les Jacobins. Il accuse sans arrêt le roi de trahir et de saboter la défense nationale. Donc si le manifeste de Brunswick arrive au nom du roi, il est bien évident que le roi est coupable. La reine le sait bien puisqu'elle écrit à Fersen le 12 juillet « On dit que les Jacobins de l'Assemblée attendent le manifeste des puissances étrangères pour prendre un parti. On l'attendait cette semaine, on ignore qui en a pu à retarder l'envoi. » Elle trouve que ça ne vient pas assez vite. Le manifeste de Brunswick est le texte d'un franc-maçon qui sert les francs-maçons jacobins. C'est clair. Il arrive à Paris le 30 juillet et il dit notamment « La ville de Paris et tous ses habitants sans distinction seront tenus de se soumettre sur le champ et sans délai au roi. Si le château des Tuileries est forcé ou insulté, s'il est fait la moindre violence, le moindre outrage à leur majesté, le roi et la reine et à la famille royale, s'il n'est pas pourvu immédiatement à leur sûreté, à leur conservation et à leur liberté, leur majesté royale et impériale, c'est-à-dire d'Autriche et d'Allemagne,
en tireront une vengeance exemplaire et à jamais mémorable en livrant la ville de Paris à une exécution militaire et à une subversion totale. Qui va croire que le roi de Prusse et l'empereur ont pu autoriser une telle publication si ce n'est pas Louis XVI qui l'a demandé? La boucle est bouclée, mais le roi n'était pas au courant. Écoutez ce qu'il écrit. Il circule depuis quelques jours un écrit intitulé « Déclaration du duc de Brunswick, commandant des armées combinées de leur majesté l'empereur et le roi de Prusse. Cet écrit ne présente aucun des caractères qui pourraient en garantir l'authenticité. Il n'a été envoyé par aucun de mes ministres dans les diverses cours d'Allemagne qui avoisinent le plus nos frontières. Cependant, sa publicité me paraît exiger de moi une nouvelle déclaration de mes sentiments et de mes principes. Écoutez les sentiments et les principes du roi de France. La France se voit menacée par une grande réunion de forces. Ceux qui savent ce que valent à mes yeux le sang et la fortune du peuple croiront à mes inquiétudes et à mes chagrins. Jamais on ne me verra composer sur la gloire et sur les intérêts de la nation, ni recevoir la loi des étrangers ou celle d'un parti. C'est à la nation que je me dois, je ne fais qu'un avec elle, aucun intérêt ne saurait m'en séparer, elle seule sera écoutée. Je maintiendrai jusqu'à mon dernier soupir l'indépendance nationale. Les dangers personnels ne sont rien auprès des malheurs publics. Un jour peut-être, le peuple saura combien son bonheur m'est cher, combien il fut toujours et mon seul intérêt et mon premier besoin. Que de chagrin pourrait être effacé par la plus légère marque de son retour. Vous inquiétez pas, le peuple n'a pas à savoir ça. L'opinion est travaillée de la manière qu'on a dit. Après, dès l'apparition du manifeste, les Jacobins peuvent enfin prendre parti et se réunir un certain nombre de bons citoyens pour tramer patriotiquement le siège des Tuileries.